Jacques Attali, quand vous entendez Donald Trump, est-ce que vous pensez que c'est une stratégie réelle? Oui, mais là, il faut répondre enough is enough. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop, on dirait en français. Parce que s'il le fait là-dessus, il peut le faire sur n'importe quoi. Si on cède, parce que nos fabricants d'alcool divers, qui sont les plus menacés en vrai, ont peur et réussissent à faire valoir leur point de vue auprès du gouvernement et du président de la République, on a déjà cédé d'ailleurs à de nombreuses occasions. Si on cède là-dessus, on sera n'importe quoi. Ils pourront nous demander n'importe quoi. Il ne faut jamais se mettre en situation de devoir ou de pouvoir céder à un chantage. Donc il faut dire non. Il peut le faire, mais il faut qu'il sache qu'on dit, eh bien, on prendra 20% de droits de douane, on prendra 20% de droits de douane. Les Américains seront privés provisoirement des alcools européens, ils seront fâchés, l'inflation américaine augmentera, et c'est le président Trump qui en souffrira. Il faut savoir serrer les dents et souffrir quand on défend ses intérêts. Évidemment, il faut dire non, même s'il augmente nos droits de douane beaucoup. Il faut avoir le courage de dire non. On ne l'a pas toujours eu et on s'en est toujours blâmé a posteriori. Alors, pour l'instant, la menace est militaire. Les Français ont envoyé 15 soldats sur le territoire groenlandais avec d'autres pays. Et voici ce qu'en disent les Américains. Je vais peut-être imposer des droits de douane sur des pays s'ils ne jouent pas le jeu sur le Groenland, parce qu'on a besoin du Groenland pour la sécurité nationale. Je vais peut-être le faire. Justement, on parle de ces droits de douane et sur les soldats, la Maison-Blanche dit très clairement ça ne change rien. Ils ne nous prennent pas au sérieux, en fait. Non, ce n'est pas les Américains, c'est Trump. Beaucoup d'Américains sont honteux de l'attitude de Trump, disent à leurs amis européens ou publiquement, excusez-nous, c'est un fou qui tire dans le pied des États-Unis en faisant ça. On aurait dû et on devrait faire beaucoup plus. On aurait dû, depuis longtemps, et on devrait, et j'espère qu'on va le faire, installer une force de frappe significative, une base significative, avec l'accord du gouvernement local, évidemment, qui maintenant a donné son accord, avoir beaucoup plus d'une présence militaire européenne. Et on verrait si les soldats américains oseront tirer sur leurs alliés de l'OTAN. S'ils le font, c'est la fin de l'OTAN. Et celui qui en souffrira le plus, ce sont les États-Unis. Parce que contrairement à ce qu'on croit souvent en Europe et aux États-Unis, ce sont les États-Unis qui ont le plus besoin de l'OTAN que les Européens. La seule fois où un pays de l'OTAN a demandé l'aide des autres pour se défendre, ce n'est pas un pays européen, c'est les États-Unis qui ont demandé l'aide des Européens, qui sont allés mourir pour le compte des Américains en Afghanistan et pour certains d'entre eux en Irak. Donc, nous n'avons pas de raison de céder. Et il n'y a rien de pire que de céder. Il ne faudra pas céder, il faut mettre des troupes significatives. Plus on cède, plus on donne un sentiment de faiblesse, plus on prendra. Il prendra le Groenland, non pas pour des raisons militaires, c'est absurde. Il n'y a pas d'armée russe, il n'y a pas d'armée chinoise, personne ne menacé. Et puis si on est menacé... Des ambitions dans l'Arctique de la part des Russes. Mais on est là. Les Américains sont là. Ils peuvent installer des bases comme ils veulent, comme nous pouvons installer des bases comme on veut. Personne ne leur interdit. Et comme l'OTAN agit pour tout le monde. Non, je pense que maintenant, il faut aller plus vite, plus loin. Je pense qu'il faut proposer aux Groenlandais, comme on va faire en Islande, un référendum sur l'adhésion à l'Union européenne. Une adhésion complète et non pas partielle comme c'est aujourd'hui. Les Islandais vont voter maintenant. On peut le proposer aux Groenlandais de façon à sanctuariser leur appartenance à l'Union européenne. Et on verra s'ils osent attaquer un pays de l'Union. Justement, prenons tout de suite la direction du Groenland avec nos équipes qui sont sur le terrain ce soir, Roxane Tigouya et Pierre Dehorne. Comment réagissent les habitants à l'arrivée des troupes sur le terrain ? Voilà ce que les Groenlandais attendaient depuis plusieurs semaines. Une réponse concrète et conjointe de la part des pays européens. Alors même s'ils n'ont pas encore vu les renforts militaires européens dans les rues de Nuuk, la simple idée de leur présence les rassure. Car ils nous l'ont rappelé, les Groenlandais ne disposent pas d'une armée propre et ne pouvaient compter jusque-là que sur la seule protection de quelques centaines de militaires danois. Oui, les Groenlandais se sentent donc mieux protégés, mais beaucoup d'entre eux espèrent qu'il ne s'agit là que d'un début. Un habitant nous a par exemple expliqué qu'il attendait l'envoi de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de soldats européens supplémentaires sur l'île, particulièrement si les menaces de Donald Trump venaient à s'intensifier. En plus, les choses sont très claires du côté de Donald Trump. Vous le dites, vous, ça n'a pas du tout d'ambition militaire, de sécurité. En fait, c'est la rhétorique.
drill, baby, drill, fort, Non, bébé, je pense fort. que ça, il pourrait créer des conditions de faire des forages si c'est nécessaire dans un accord local avec les entreprises qu'ils voudraient. Mais en fait, les Groenlandais sont très contents d'avoir le statut social et la protection sociale comme les autres Européens. Ils n'ont aucune envie d'avoir le niveau de vie et l'organisation sociale catastrophique en termes de droits sociaux des Américains. Donc ils ne veulent absolument pas être Américains. Même si on les paye une fortune, ils ne veulent pas. Donc, je pense que ça correspond plus à une question d'ego. Il voudrait être le président qui a ajouté une 51e étoile au drapeau américain. Le dernier étant Eisenhower. Vous pensez Je pense que c'est ça. que ce serait comme l'Alaska, en fait, c'est-à-dire en faire un État à part entière. Comme l'Alaska, le dernier qui est rentré, c'est en effet l'Alaska et Hawaï, si je me souviens bien. Ils sont rentrés assez tard. Et c'est Eisenhower qui a fait rentrer les derniers dans l'Union. Je pense que c'est ça. Parce que, bien sûr, il est motivé par deux choses, l'ego et l'argent. Pas du tout l'intérêt général américain. D'ailleurs, toute sa politique est contraire à l'intérêt américain. Il est en train d'affaiblir terriblement les États-Unis face à l'Europe, face à la Chine, face à la Russie, face au reste du monde qui n'a plus confiance. Donc cette présidence, qui j'espère s'achèvera un jour, ce qui n'est pas certain, puisqu'il parle d'un troisième mandat, cette présidence est totalement contraire à l'intérêt à long terme des États-Unis. Elle est uniquement une affaire d'un clan familial qui veut gagner de l'argent et d'un homme qui essaye de manifester son ego en récupérant, même d'une façon pathétique, une médaille du prix Nobel sans l'avoir. Enfin, moi, je m'attends, si on est dans le roman, je m'attends à ce qu'il nomme la ville de Washington, qui est nommée du nom d'un président américain, qu'il la nomme Trump City. Tout est possible. Alors, les Russes ont réagi au Groenland. Eux, ils prennent le parti des Européens. Alors ça, c'est quand même une grande surprise, en disant très clairement, eh bien, le Groenland appartient aux Danois. Comme le reste du monde, nous suivons bien sûr la situation au Groenland. Nous constatons une situation très contradictoire. Nous partons du principe que le Groenland est un territoire du Royaume du Danemark. Nous avons entendu des déclarations du Danemark et du Groenland selon lesquelles le Groenland n'a pas l'intention de se vendre à qui que ce soit. Et nous avons également entendu des déclarations de Washington selon lesquelles Washington est en train de formuler des offres financières pour acquérir le Groenland sous une forme ou une autre. Bon, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, là. Oui, c'est lamentable d'en être à se faire donner des leçons par une dictature. C'est lamentable. Je pense que Trump va reculer sur cette affaire. Et s'il ne recule pas, le président d'après, puisque j'espère qu'il y aura quand même un président démocrate après, rendra le Groenland à l'Europe. Ce n'est qu'une triste parenthèse. C'est l'heure de nos 3 actualités à ne pas manquer avec vous, Jacques Attali. Tout d'abord, ces mots de Sébastien Lecornu qui constate l'impasse budgétaire, mais qui souhaite un compromis. On écoute, c'était tout à l'heure. Mais la situation est hélas bien différente pour les discussions sur le budget de l'État, après pourtant 350 heures de débat. Depuis Noël, celles-ci sont entravées. Ce n'est pas une divergence de fond, c'est une stratégie cynique et profondément délibérée. J'avais fait le choix de laisser le pouvoir au Parlement de débattre, puis de décider jusqu'au bout de la procédure. Je regrette qu'à cause de certains, quelques-uns, cela ne soit pas possible, comme ce fut le cas avec succès en décembre dernier pour le financement de notre sécurité sociale. La posture de Sébastien Lecornu a été claire du début jusqu'à la fin. Comment on sort de l'impasse, Jacques Attali ? D'abord, on est dans une impasse parce qu'il y a une dissolution. Donc il faut bien rappeler ça. C'est l'erreur première. Il y a eu dissolution parce qu'avant, le président n'avait pas totalement une majorité parce qu'il n'avait pas dissous le lendemain de sa réélection. La faute initiale, c'est là, de ne pas avoir dissous le lendemain de sa réélection pour gagner les législatives dans la foulée de sa réélection. Donc, tout part de là. Donc, il ne peut pas y avoir de bonnes solutions dans une situation qui est comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, soit on a les socialistes qui sont contents avec le budget et qui ferment les yeux devant un 49-3, mais il faut qu'ils ferment les yeux 3 fois, parce qu'il y aura 3 votes du 49-3, donc c'est assez risqué. Soit le gouvernement prend la décision encore plus risquée, c'est-à-dire de faire des ordonnances, ce qui est une sorte de coup d'État, même si c'est écrit dans l'article 47 de la Constitution, c'est une sorte de coup d'État parce que ça n'a jamais été employé, et ça veut dire que le gouvernement décide « Ah ben vous n'avez pas voté le budget après 70 jours, donc je décide, voilà le budget, c'est moi qui le décide, on ne vote pas, et on votera. » C'est même pas comme les autres ordonnances, on ne vote pas dans 6 mois, on ne vote pas du tout, c'est le budget. C'est évidemment une situation idéale d'un pays totalitaire, c'est le gouvernement qui fait le budget.
Donc ça sera assez mal pris, sauf si les socialistes disent bon, d'accord, comme on ne peut pas faire autrement, vous le faites, et si le budget leur convient. Mais si le budget leur convient, alors ils pourraient laisser passer un 49.3. La pire situation qui peut arriver, qui est à la fois ubuesque et tout à fait possible, c'est qu'il n'y ait pas de budget parce que le 49.3 ne passe pas, qu'il y ait une motion de censure et que le gouvernement tombe. On n'aurait ni budget ni gouvernement. C'est évidemment la pire situation, puisque ça conduira à des élections législatives. Donc pour moi, aujourd'hui, si le gouvernement a la certitude de pouvoir faire le 49.3 sans danger, c'est la meilleure solution. S'il n'en a pas, dans l'intérêt de la République, dans l'intérêt du pays, les ordonnances permettent de stabiliser le pays, d'avoir un budget et de passer à autre chose. Justement, quelle va être la posture du Parti socialiste? Nous sommes en direct avec vous, Arthur Delaporte. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Est-ce que vous Bonsoir, êtes satisfait? Jacques Attali vous dit aussi bonsoir, vous l'entendez en direct. Est-ce que vous êtes satisfait justement des mots de Sébastien Lecornu ce soir? C'est sûr qu'on prend acte avec une forme de satisfaction, oui, des annonces qui sont faites, puisqu'elles vont dans le sens des demandes qui étaient les nôtres depuis plusieurs mois maintenant, c'est-à-dire comment on préserve les catégories populaires et en particulier le pouvoir d'achat. Ça, c'est le volet prime d'activité. Comment on préserve aussi le pouvoir d'achat des retraités, c'est l'abattement des 10%, mais aussi comment on soutient la jeunesse. Donc, il y a un investissement qui va être fait sur l'éducation, il y a le repas à €1 pour les étudiants, il y a aussi, et pour nous, c'était vraiment aussi quelque chose d'important sur la dimension écologique, la rénovation des bâtiments, la poursuite de MaPrimeRénov'. Donc, un certain nombre d'annonces qui vont clairement dans le sens des demandes qui étaient les nôtres. On en prend acte. C'est le chemin vers un budget de compromis. C'est pas encore la copie finale. Et donc, c'est sur ça que nous demanderons à voir le Premier ministre et le budget, surtout final, pour pouvoir prendre notre décision finale. Quelles sont les prochaines étapes pour le Parti socialiste? Une réunion rapidement? On attend d'avoir plus de détails sur la copie budgétaire du Premier ministre, évidemment. Là, aujourd'hui, il y a des premières esquisses, mais on attend les équilibres, en particulier sur le plan des recettes, parce qu'il a été assez elliptique sur ce sujet-là. Donc, s'il y a des dépenses supplémentaires, il faut savoir comment elles seront compensées. Puis, il y a encore un certain nombre de points, parmi les points que nous avions fait remonter au gouvernement qui reste en suspens. Et dans les prochaines étapes, on aura une réunion de groupe mardi prochain. Et j'espère qu'en attendant, il y aura évidemment des discussions entre nos négociateurs, les ministères budgétaires, pour connaître plus précisément les intentions du gouvernement. Vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de frondeur au sein du parti, Arthur Delaporte? Tout dépend de la nature précise du budget. Tout dépend aussi de la manière dont les choses se passent sur le plan, on va dire, des procédures qui sont utilisées. Il y en a certaines qui sont plus urticantes que d'autres, mais ce qui est sûr, c'est que s'il y a de la part du gouvernement des engagements concrets, sonnants et trébuchants, par exemple sur la prime d'activité, c'est de l'ordre de 2 milliards d'euros, par exemple, qui vont aller directement dans le porte-monnaie des classes populaires, nous, on peut dire qu'il faut aussi entendre ces efforts. Et de notre côté, même si ce n'est pas le budget que nous aurions fait, même si ce n'est pas le budget le plus juste possible, entendre qu'on a obtenu des choses et savoir aussi avoir un compromis budgétaire pour l'intérêt du pays. Merci beaucoup Arthur Delaporte d'avoir été en direct avec nous. Sombre actualité également ce soir, suicide d'une lycéenne de 17 ans, le harcèlement scolaire au cœur de l'enquête. Est-ce que l'éducation nationale fait assez, Jacques Attali? Non, ça ne va pas du tout. Notre système scolaire éducatif est dans un état catastrophique. Les professeurs n'ont pas les moyens de faire leur métier. Il n'y a pas assez d'assistants pour les aider à détecter ce genre de problème. Il y a beaucoup trop de personnel dans les structures administratives et pas assez sur le terrain. Les professeurs ne sont pas assez payés, beaucoup moins qu'en Allemagne, qu'en Finlande et ailleurs. Donc le système va mal. Et mal organisé, il va mal. Et ça, c'est un reflet particulier. Le harcèlement scolaire, ça renvoie à des choses très profondes qui se jouent dans le rapport à la famille, dans le rapport entre les enfants, de la société qui véhicule la méchanceté et la violence, des réseaux sociaux. Tout ça est un reflet de grand danger. Et toutes ces formes de violence sociale se traduisent par un sentiment de désespoir dans la société qui est extrêmement grave. Il faut vraiment considérer que c'est grave en soi, mais que c'est aussi un baromètre du dérèglement de la société dans son ensemble. Autre actualité, les comptes bancaires des Français sont dans le rouge, Jacques Attali. Selon une enquête, notre solde serait négatif dès le 18 du mois. Et ce sont surtout les jeunes et les locataires qui sont touchés. Oui, mais ceux qui n'ont pas les moyens de faire leur vie normalement sont en déficit. C'est exactement comme l'État, qui est aussi en déficit le 19 du mois à peu près, un peu plus tard, mais
Donc, il y a différentes choses. Il y a d'abord ceux qui n'ont pas assez de pouvoir d'achat. Et puis, il y a une question d'éducation à la dépense. Il y a très peu d'éducation à la dépense. La plupart des gens qui sont en déficit sont parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement qu'être en déficit. Mais il y a des gens qui sont peut-être en déficit parce qu'ils dépensent trop dans certaines choses et pas assez dans les choses fondamentales. Pour quelqu'un qui a beaucoup d'argent, ou assez d'argent, il dépense beaucoup de jeux vidéo au début du mois et le 20, il se trouve à pas avoir de quoi aller faire ses courses pour manger. Je fais une caricature, mais ça existe. Mais ce n'est pas le cas général. Donc il y a à la fois un problème de manque de moyens qui existe dans à peu près au moins le tiers de la population, ce qui est beaucoup, et en particulier chez les jeunes, et puis un problème d'éducation financière pour gérer son budget.